Ça faisait 2 semaines qu'il mangeait de moins en moins. On a agrémenté, on a rajouté des trucs, mais pas trop, parce que sinon monsieur est incommodé sur le plan intestinal. Et du coup, c'était moi sur mon sommeil coupé 4 fois par nuit qui devait le sortir en express en pleine nuit. On a essayé de l'encourager. On a humidifié les croquettes. On a pensé que c'était l'âge, il a 9 ans maintenant. On s'est demandé s'il était déprimé. On a cherché une infection, une douleur, l'état des dents. Bref, j'ai emmené mon chien chez la vétérinaire. Fort heureusement, monsieur Grassouillet et présente une certaine marge. Examen clinique poussé, analyse de sang complète, tout va bien madame la marquise, un changement familial, départ arrivée d'humain ou d'animal, du stress? Bah non, tout est stable, enfin rien de plus que d'habitude. Reste l'hypothèse de l'arthrose. Délesté de 80 € et muni de ma plaquette d'ibuprofène canin pour 7 jours, je le ramène à la maison, je rassure les enfants, et puis je pense à un truc avant de tenter les médicaments. Bonjour, je suis Maya et dans ce podcast au titre un peu taquin, on essaye de décoder les choses de l'autisme pour les autistes sans déficience intellectuelle, voire avec haute capacité intellectuelle, et pour leurs proches, mais aussi on essaye de décoder les choses des non-autistes. Enfin, on essaye ensemble de démêler 2-3 trucs avec les infos les plus fiables possibles, dans l'idée de diminuer la pression, le stress, bref, de se faire moins souffrir, soi-même et les autres, et d'aller vers un rétablissement. Je suis moi-même proche aidante de personnes directement concernées, employeur actuellement de personnes avec troubles du neurodéveloppement et en pleine transition professionnelle puisque je suis aussi étudiante à la fac de médecine de Lyon, non pas pour faire médecine, non, mais pour un diplôme de père aidance familiale, père praticienne comme on dirait en Suisse, donc le soutien auprès des proches et des familles des personnes concernées par un trouble de la santé mentale. Tout ça à la fois me passionne et m'aide à comprendre ce par quoi nous sommes passés, à décoder des choses et à guérir. Et si vous qui écoutez ce podcast, ça peut aussi vous faire du bien, eh bien voilà, j'en suis très heureuse. En ce moment, on est en plein milieu du large et vaste thème du couple que je reprendrai prochainement. Et puis sur le grill des sujets que je travaille en parallèle, il y a aussi, alors plein de choses, l'allaitement par les femmes autistes ou avec TDAH et l'allaitement des enfants avec TND. Autistes, troubles de l'apprentissage, TDAH. Ici, c'est d'ailleurs un appel à témoignages parce que plus qu'un épisode sourcé sur ce thème, je voudrais vous lire des témoignages justement. Si vous avez quelque chose à dire là-dessus, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez m'envoyer les témoignages sur le mail leschroniquesdemaya, au pluriel donc, maya au singulier, @gmail.com, ou également en audio ou par écrit sur l'Instagram ou le Facebook du podcast. Et également dans le groupe privé Discord des auditeurs du podcast, si c'est un groupe privé, si vous voulez nous y rejoindre, vous me demandez par mail ou via les réseaux sociaux en MP le lien que je vous passerai directement et individuellement. Donc dans les autres thèmes que j'aimerais aborder, il y aura est-ce que la société est maltraitante? Trop bon, trop con? Là aussi c'est une question. Tous flemmards? Encore une question. La sensorialité dans le TSA, l'hypercontrôle. Être autiste et travailleur indépendant, là aussi c'est un appel à témoignage. Un autre thème juste après le diagnostic et le harcèlement. Bon, je m'arrête là pour le teasing. Et juste encore un truc avant de reprendre, dans 2 jours, c'est l'anniversaire de ce podcast. Et oui, je me suis lancée le 3 février 2024. Si vous voulez me le souhaiter, eh bien, c'est avec plaisir. Et si vous voulez me faire un cadeau, eh bien, des étoiles et des commentaires sur les plateformes d'écoute comme Apple Podcasts ou Spotify me feront super plaisir et raviront évidemment les algorithmes. Allez go, je continue avec l'histoire du chien. Donc le chien ne mange presque plus. On n'a pas de vraie raison médicale et je suis censée le bourrer d'ibuprofène pour voir si ça le soulagerait d'une douleur qu'on n'a pas identifiée. Avant de me bagarrer avec lui pour lui faire avaler un comprimé, parce que le réduire en poudre dans sa gamelle ou avec de la pâtée, contrairement aux autistes qui sont de tout, qui repèrent et ça marche jamais. Avec mon chien, ça marche très très bien, il n'y a aucun problème. Quand il mange, et là il ne mange pas. Et même la pâtée, il n'en veut pas. Et je suis pas du tout fan, pour différentes raisons, de forcer un comprimé dans la gueule du chien et ses canines pointues. Mais je réalise ceci. L'un de nos chats, Merlin, est comme son frangin. Il a débarqué, on ne sait pas quelle galère, vers 6 mois. Personne ne le cherchait, il n'était pas pucé.
Et il nous a adoptés. Alors au final, après avoir vérifié qu'il ne manquait à personne et que personne ne le cherchait, nous aussi, on l'a adopté. Depuis 4 ans et demi, ils sont comme des frangins. Merlin nous suit en balade, joue avec une brindille de 15 cm quand Lou joue avec un bâton à sa mesure. Le chat mange à la même heure que le chien. Dès que je me pose, les deux débarquent et s'installent près de moi. Enfin, le chat sur moi. Le chien, il essaye aussi, mais avec ses 30 kilos, ça va pas le faire. Quand je me fais ma tartine beurrée le matin, ils bavent ensemble. Quand je rentre, ils m'attendent devant le portail tous les deux. Quand je suis absente, ils dorment les deux derrière la porte d'entrée. Quand l'un des deux vient chercher des câlins, l'autre fait pareil. Quand Lou est content et se roule sur le dos, Merlin fait pareil, il se roule sur le dos. Quand Merlin se jette sur le canapé pour y faire ses griffes, Lou déboule d'un coup et le pousse d'un coup de museau, attendant ensuite nos félicitations pour son acte de bravoure. Et sauf quand Merlin mange, Merlin attend qu'on le sécurise par des caresses. Alors monsieur le chat miaule et se frotte jusqu'à ce qu'on lui dédie les minutes d'attention requises par monsieur pour qu'il puisse manger peinard. Une main tendre lui faisant des papouilles. Et Lou, il est hyper focus et il est super observateur. Il voit tout et il observe toutes nos routines. Selon la tenue, il sait si je vais désherber le jardin ou le promener, ou si je vais au boulot ou à la déchetterie. Dès qu'il sort, il attend la consigne. Dès qu'on sort, il attend la consigne pour savoir si on va au jardin, ou à la cave, ou au studio, ou en voiture, ou en promenade. Selon le mot, il sait où il doit aller, à gauche, à droite, en face, derrière. Bon, il sait exactement ce qui peut se faire avec Merlin ou non. Et Lou, depuis des mois, il nous voit caresser Merlin quand il mange. Vous avez compris ? Donc depuis qu'on caresse le chien pendant ses repas, il remange. J'ai gardé ma tablette d'ibuprofène canin de côté. Lou a retrouvé sa mentalité de chien taquin et joueur de 3 ans. Il recommence à sourire parce que si, ça sourit un chien vraiment. En tout cas, le nôtre, il sourit très fort. Pourquoi je fais le parallèle avec l'autisme ? Eh bien, manifestement, Lou, au contraire de Merlin, il n'aime pas du tout qu'on le touche quand il mange. Il sursaute, il a des réactions un peu tactiles à chaque fois. Mais à force d'observer les pratiques, il semble qu'il a déduit que ça se faisait comme ça. Alors, je profite juste pour rajouter quelque chose. C'est que c'est un chien qu'on connaît donc depuis 9 ans, que j'ai éduqué depuis petit à se laisser un petit peu embêter quand il mange parce qu'on l'a eu tout jeune et que je ne voulais pas qu'il attaque si jamais il y avait un enfant qui allait l'embêter. Ça ne se fait qu'avec mon chien. Voilà, chacun connaît son chien. Ne faites ça avec aucun autre chien. Surtout pas. On ne dérange jamais, on ne touche jamais un chien quand il mange. Là, l'exemple dont je vous parle, je ne suis pas en train de vous faire un cours d'éducation canine. C'est un exemple qui est vraiment interne à notre famille et à absolument pas reproduire. On ne touche jamais un chien qui mange. Sauf si c'est le vôtre, que vous le connaissez, que vous l'avez éduqué. Et même comme ça reste un animal et ça reste imprévisible. Voilà, fin de la parenthèse. Il se trouve que chez nous, je le caresse tout doucement. Et en fait, il a suffi d'1 semaine où il a vu que je faisais pareil, que je lui accordais les mêmes caresses et la même attention que j'accordais au chat. Et il a recommencé à manger. Pour vous dire à quel point il est observateur et il imite tout, quand il était petit, il voyait Milly, notre minette qui a 13 ans maintenant. Si vous voulez un jour que je vous raconte son histoire à elle aussi, je pourrais. Il y a Atlas aussi, un autre chat. On pourrait faire un roman avec ces 4 poilus. Bon, c'est une autre histoire. Ne me lancez pas sur le sujet, je peux être intarissable. Donc Milly dormait sur le rebord de la fenêtre. Quand Lou était petit, c'était dans une autre maison. Et Lou l'imitait. Il essayait de se mettre sur le rebord. On l'a retrouvé parfois même vraiment sur le rebord. Alors c'était encore un petit chien. Le rebord n'était qu'à 1,20 m, mais quand même pour un chien, s'il tombe, ça fait beaucoup. Et il avait l'air franchement couillon à faire comme le chat. Mais ça semblait être logique pour lui. Aujourd'hui, c'est un grand et gros border de 30 kilos. Donc bon, il n'est pas complètement idiot. C'est même un chien plutôt cortiqué. Et il a repéré que le bord de la fenêtre, ça ne va plus le faire. Et voilà le parallèle que je vous partage avec l'accord de la personne concernée, donc ma fille aînée, qui a une sensibilité tactile très particulière. Depuis bébé, elle a toujours mal vécu le toucher, les caresses, le tissu sur la peau, les épaisseurs. C'était un bébé qui ne supportait pas d'être caressé, ne supportait pas la turbulette, les épaisseurs, rien, la couverture. Quand son petit frère, qui lui au niveau tactile a plutôt besoin de contact très fort,
Donc quand il avait 1 ou 2 ans, il y avait tous les soirs la partie de chatouille avant de dormir avec lui, qui adorait ça, qui riait énormément. Ça durait une bonne dizaine de minutes. Et je dirais que son frère est presque né en riant. C'était un bébé qui riait tout le temps. Donc les parties de chatouille, c'était un rire communicatif de fou. Elle, pendant 6 mois, elle a regardé à la porte, sans rien dire. Et au bout de 6 mois, elle m'a demandé de la chatouiller, elle aussi, avant de dormir. Donc je répète, avant de vous raconter ça, je leur en ai parlé. J'ai demandé, comme à chaque fois je parle d'eux, s'ils sont d'accord que je raconte ça. Elle m'a dit non seulement oui, mais elle a ajouté ceci à vous partager. C'est que ces moments que je passais avec son frère, c'était très dur pour elle. Elle avait 6-7 ans, elle avait parfaitement compris que c'était des beaux moments, que c'était de la joie, de la complicité aussi entre son frère et moi, parce que tous les deux, on est plutôt très tactiles. Avec elle, au contraire, le contact physique, comme je vous le disais tout à l'heure, c'était particulièrement compliqué depuis sa naissance. Et toutes les deux, on le vivait mal. On avait l'impression de ne pas réussir à connecter, entre guillemets. Moi, j'avais aucune idée de l'autisme, sinon la version Rainman qui compte les allumettes. Et elle voyait les autres enfants dans les bras de leurs parents. Elle se trouvait complètement anormale de ne pas aimer ça. Elle s'en voulait, elle essayait de faire comme les autres, elle essayait de faire des efforts. Et ça l'enfonçait encore plus parce que vraiment, elle choisissait pas, mais le contact physique, c'était pas possible pour elle. Au point de hurler à la mort quand je lui lavais les cheveux, ou de se rouler par terre en hurlant pour des chaussettes qui ne serraient pas exactement de la même manière sur le pied gauche, sur la cheville gauche ou la cheville droite. On souffrait toutes les deux, on se cherchait, on ne trouvait pas les codes, on ne trouvait pas le moyen d'avoir des beaux moments de contact, de complicité. Alors pour elle, voir qu'avec son petit frère ça matchait, c'était encore plus douloureux. Donc durant 6 mois, elle nous a observés et elle a essayé de comprendre ce truc-là qu'était la partie de chatouille pour ensuite me la demander, cette fameuse partie de chatouille, ce moment de complicité. Eh bien, vous savez quoi, ça finissait toujours mal. Soit elle se faisait mal en réagissant très fort, soit elle me faisait mal. Pareil, en réagissant très fort. Manifestement, elle n'aimait pas ça. Pire, c'était juste un enfer pour elle, elle le dit aujourd'hui. Et elle avait l'impression que la joie, la complicité, ça s'éloignait, c'était quelque chose d'inatteignable sans comprendre, identifier pourquoi. Et moi, je ne comprenais pas non plus pourquoi, comme maman, je ne pouvais pas rencontrer ma fille, la prendre dans les bras, rire avec elle. Pourtant, elle demandait à ce qu'on continue. Elle avait intégré que c'était comme une norme et que c'était une façon chouette, c'était un beau moment de complicité, qui donc entre nous finissait systématiquement mal. C'était à contre-emploi total. On a mis du temps à comprendre, mais surtout à accepter toutes les deux que pour elle, la partie de chatouille, c'était pas une bonne idée. Il nous a fallu quelques années pour nous trouver et nourrir une belle relation, à notre manière, avec nos codes, et en créant ce qui nous va bien ensemble. Et comme Lou, comme ma grande fille, combien de personnes autistes s'obligent à faire comme les autres, à supporter des contacts qui semblent normés et attendus dans une situation donnée, qui semble agréable pour les autres, alors qu'eux n'aiment pas ça. Combien se forcent en couple? Combien font des efforts en amitié? Combien s'obligent à sortir ou à répondre à telle invitation parce que c'est la norme? Et si on se faisait confiance, si on s'écoutait et on arrêtait de s'obliger à des trucs qui ne nous vont pas? Et si on créait les moments de complicité qui nous vont bien et qui nous font du bien? Je vous laisse sur cette question. Et je conclus en vous racontant que l'autre jour, la psychiatre responsable du DU que je suis en train de faire à Lyon 1, lors d'un rendez-vous pour définir mon sujet de mémoire, me racontait donc que ses collègues psychiatres lui reprochaient, entre guillemets, de ne pas donner assez de conseils aux familles, aux usagers. On aurait pu leur dire ça, on aurait pu les guider comme ça. Et elle leur a répondu qu'en effet, elle donnait extrêmement peu de conseils parce qu'elle privilégiait l'écoute, me disant que dans l'immense majorité du temps, les gens savent eux-mêmes ce qu'ils ont à faire. Et que le pire, c'est de suivre un conseil qui n'est pas ce que l'on sent, qui ne correspond pas à ce qu'on a à l'intérieur. Je suis d'accord à 300%. Et je termine
en vous disant, vous l'aurez compris, que mon chien n'est pas autiste. Il ne remplit pas les critères de la CIM 11 et du DSM-5, les manuels actuels de référence. Il a une très grande capacité à initier et maintenir les interactions sociales réciproques et communique très facilement avec de nombreux individus et de nombreuses espèces. Voilà, donc là, il ne remplit pas les critères pour être autiste. Et un autre qu'il ne remplit pas, il comprend... Ah si, alors celui-là, pour le coup, il le remplit parce qu'il comprend très mal les sous-entendus, mon chien, certes. Et il a des intérêts spécifiques qui peuvent être très envahissants. Il est un peu monomaniaque comme tous les bordeurs et hyper focus. Mais si on voulait aller par là, on pourrait dire qu'il est probablement plus TDAH qu'autiste. Bon. Par contre, il est hyper observateur, ça oui. Il reproduit les comportements qui ne sont pas attendus pour un chien, ça oui. Là, il coche les cases. Bon, évidemment, mon chien, c'est un prétexte, une anecdote marrante qui s'est très bien terminée parce que oui, il est toujours aussi gros. Et je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle. Et cette anecdote permet de se demander s'il n'y a pas parfois des trucs très inconfortables qu'on se force à faire ou on fait un effort pour des raisons finalement qui ne sont pas si importantes.